Comment aimer l'autre quand on ne se connaît pas nous-mêmes? C'est une voie d'expérimentation que nous allons aborder aujourd'hui avec Sarah Serjevic. Ancienne comédienne de théâtre durant plus de 15 années, Sarah a créé la méthode du théâtre authentique, où elle nous propose et nous invite à laisser tomber les personnages. Je suis toujours ravie sur Calcédoine de pouvoir vous proposer des voies de progression, toujours un peu plus vers vous-même. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle d'amour sur Calcédoine. Bienvenue! Bonjour Sarah! Bonjour Karine. Bienvenue et merci infiniment d'avoir répondu oui à mon invitation. Merci de me l'avoir proposé Karine. Je suis très très honorée et très heureuse d'être avec vous maintenant. Alors Sarah, nous allons vous découvrir pour ceux qui ne vous connaîtraient pas déjà. J'aimerais voir et comprendre un petit peu comment on en arrive à parler de couple, à parler d'amour, à parler de masques, de personnages. Je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, vous avez été comédienne de théâtre durant 15 années. J'imagine que c'est le point de départ de cette aventure, mais ça doit certainement aller plus loin puisque là, on parle d'intimité du couple. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu le fil conducteur de ce chemin que vous avez parcouru et qui nous amène aujourd'hui à ces ouvrages que vous avez écrits et à ce théâtre authentique que vous avez créé? Oui, j'ai commencé par être actrice au théâtre pendant effectivement 15 ans. Mais si j'ai été actrice pendant 15 ans, c'est parce que j'étais complètement coupée de moi-même, de mes émotions. Je ne pouvais pas exprimer mes émotions, j'étais mutique. Mais j'avais énormément d'intensité en moi. J'avais cette intensité très forte qui faisait que j'avais besoin d'exprimer les choses. Alors, avant de faire du théâtre, je dansais beaucoup. Et par la danse, j'exprimais beaucoup de choses. Mais ce n'était pas assez. J'avais besoin des mots. Et comme j'aimais tellement les textes, Shakespeare, Molière, Marivaux, Goethe, tout ça me passionnait. J'ai eu envie d'être actrice et en jouant les textes qui m'ont été proposés, ça me permettait de libérer les émotions qui en moi étaient complètement bloquées finalement. Et d'ailleurs, quand je libérais ces émotions, je ne savais même pas ce que je libérais. Si bien que au bout d'un long moment, ça s'est passé 10 ans, où je jouais, et puis je jouais beaucoup. Et au bout de 10 ans, je me souviens, je rentrais chez moi, je mettais la clé dans la serrure, je venais d'être applaudie par 800 personnes et je sentais un vide, mais un vide abyssal, mais c'était vertigineux. Alors là, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, hein, parce que je vais tomber, c'est le cas de le dire, je me sentais tomber, je ne savais pas où, mais dans un gouffre terrible. Évidemment, parce que ces émotions venaient me parler à mon insu et venaient m'étouffer, m'étrangler, jusqu'à ce que la souffrance soit plus grande que la peur de changer, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'enfin j'ose regarder ce qui avait été douloureux chez moi dans mon enfance. Et c'est là où j'ai pris rendez-vous avec mon analyste. Pendant longtemps, on a fait un travail absolument magnifique. Et après avoir fait ce travail, j'ai eu envie de retourner le projecteur sur les autres. Celui qui était dirigé sur moi pendant que j'étais actrice, j'ai eu envie de le diriger sur les autres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guita Malaz. Je ne sais pas si vous connaissez Guita Oui. Malaz, qui était le scribe des dialogues avec l'ange. On a eu une rencontre fulgurante ensemble. Et elle me disait tout le temps, mais tu es faite pour rayonner la vie, tu es faite pour rayonner la vie, jusqu'au moment où elle l'a dit avec beaucoup moins de sourire. Il y a eu un moment où elle m'a dit, maintenant c'est un ordre. Il faut que tu ailles là.
tu as des choses à transmettre. Et c'est comme ça que j'ai créé mon atelier, le théâtre authentique. D'abord, j'ai commencé par me former pendant 4 ans avec Anne Ancelin Schutzenberger au psychodrame. Alors, psychodrame, c'est psyché-drama. Ça veut dire, drama veut dire action. C'est la psyché qu'on va mettre en action. Donc, j'ai appris ça avec Anne, plus après beaucoup de choses qui ont été ajoutées à ça, et notamment la rencontre avec Guy Corneau, qui a été fondamentale pour moi aussi. Et j'ai créé mon atelier, le théâtre authentique, où on va mettre en scène nos comportements de vie pour comprendre en quoi nous sommes acteurs de nos problématiques. Acteurs de nos problématiques, si on est acteur pour ça, c'est qu'on peut aussi être acteur pour aller dans le sens de nos objectifs, de nos idéaux, de notre vie dans sa quintessence. Et donc, comment on va faire? On va mettre en scène, et dans cette mise en scène, on va s'apercevoir que, ben oui, l'autre ne peut pas se comporter comme ça sans mon autorisation. Donc, comment je vais changer ça? Et quand je commence à me regarder à travers les yeux de l'autre, je commence à voir la part qui me concerne. Et au lieu d'être dans cette victimisation de l'accusation, de la revendication, de la victimisation, eh bien, je vais prendre en compte ma réalité. Et là, je vais m'apercevoir que j'ai beaucoup de ressources à l'intérieur de moi pour être qui je suis dans ma version la plus pure, la plus vraie et la plus proche de mes élans vivants. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans ce théâtre authentique. Alors, avant de déployer davantage au niveau de l'amour et du couple, peut-être, est-ce que ce cheminement, là, vous l'avez vécu vous aussi intimement pour comprendre ce regard de l'autre? Mais bien évidemment, mais ça, c'est mon histoire de vie, Karine. J'ai eu des parents qui étaient dans la discorde permanente. Et quand je dis la discorde, le mot est faible. Hein, ça veut dire que c'était vraiment, je ne comprenais pas. Moi, j'avais une mère qui était une femme vraiment, qui était, je voyais sa beauté. Je voyais cet être magnifique qu'elle était. J'avais un père, pareil, je voyais la perle qui était là dans son cœur. C'était un être magnifique. Et comment ces deux êtres-là pouvaient manifester l'un en face de l'autre le pire d'eux-mêmes. Et ça m'a interpellée, mais dès mon plus jeune âge, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment on pouvait en arriver à cette dégradation quand on était des êtres si beaux. Comment on en arrive à ça? Et ça a été la question de mon enfance et puis ma quête de vie. Et j'en ai fait mon métier. Et alors, moi, j'ai fait le contraire. Ça veut dire que comme je voyais vraiment ces violences entre eux, ma mère avec les mots, mon père avec les gestes, et bien moi, quand je suis devenue jeune fille, enfin jeune femme, j'ai fait le contraire. Ça veut dire j'étais, mais vraiment, je me suis dit, bon, on va faire le contraire, puis ça va fonctionner. Ça veut dire que j'ai accueilli tout. J'étais, mais alors, j'allais dire d'une souplesse, ça s'appelle pas la souplesse, c'était plutôt au contraire passive. Tellement passive que j'acceptais tout et même l'inacceptable. Si bien que je me suis retrouvée en situation d'être victime de ma pseudo-générosité qui en fait n'en était pas une. C'était ma façon d'avoir peur du conflit, d'avoir peur de l'homme. Et donc là encore, ça m'a interrogée, mais pourquoi quand on fait le contraire, on reçoit de l'agressivité? Et cette agressivité, en fait, c'était la mienne que je refoulais. Ça veut dire la colère de la petite fille que j'étais, que je ne m'étais jamais autorisée à accepter et que mes partenaires amoureux me renvoyaient jusqu'à ce que je puisse me réapproprier cette colère et en faire
une sainte, la traduire en sainte colère, c'est-à-dire quelque chose de juste et bon et d'affirmer pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire, on croit que l'amour, c'est quelque chose de gluant, hein, de tout à fait consensuel à tous les niveaux. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que je t'aime, je ne peux pas accepter de te voir dans cette dépendance. Et parce que je t'aime, je ne vais pas le permettre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer ce que ça me fait. Et quand je rentre dans cette vérité du cœur, avec cette force, cette fermeté qui n'est pas fermeture, qui est au contraire l'occasion d'une ouverture à autre chose, alors on se rend compte dans un lien vivant. Et là, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sauveurs, il n'y a plus de persécuteurs. Et tant qu'on n'est pas là-dedans, dans cette conscience de soi, de nos propres besoins et de nos élans les plus vrais, de nos convictions, de nos valeurs, les plus, tant qu'on n'est pas en contact avec ça, il y a toujours une victime, un persécuteur et un sauveur. C'est ce qu'on appelle le triangle infernal, le triangle de Karpman. Et alors, vous avez pointé du doigt quelque chose, c'est que, et vous l'expliquez aussi dans votre dernier ouvrage Aimer sans masque, où justement ces rôles que l'on endosse viennent de notre enfance. Oui, souvent. Il y a, alors, bien sûr qu'ils viennent beaucoup de notre enfance, de la façon dont nous avons appris à être aimés enfants ou à ne pas être aimés. Ça veut dire on va faire le contraire. Un petit peu comme moi j'ai fait d'ailleurs, le contraire. Et donc ça, c'est une part. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, parce que les rôles que l'on joue, alors tout ça, et ça c'est très important que je le dise, tout ça est très inconscient. On ne triche pas. Ça, c'est important de le dire. On n'est pas des menteurs, on n'est pas des tricheurs. Ce sont des réactions, c'est-à-dire le contraire de l'action consciente qui fait que je vais justement offrir ce que j'ai de meilleur à offrir pour aller dans le sens de l'évolution de ce couple. Mais je le vis en conscience. Ça veut dire que je vais apprendre à juguler mes émotions, arrêter de les projeter sur l'autre pour prendre en compte ce qui se passe en moi. Et quand je suis dans ces choses-là, je sors de ces rôles donc, qui m'ont été distribués enfant ou le rôle que j'ai voulu faire porter à l'autre. Parce qu'il y a aussi ce masque que je porte sur l'autre. Alors, j'ai rencontré un homme merveilleux, oh là là, c'est le prince charmant de mes rêves. Hein, il est merveilleux, il est généreux, il est bon, il est sensible. Donc, c'est le père idéal pour mes enfants. Donc, je lui ai déjà mis la casquette de tout ça, parce que bien sûr qu'il peut avoir ses atouts, mais il n'est pas que ça. Il a le droit aussi à ses colères. Il a le droit lui aussi à ses jalousies, à ses hontes, à ses mesquineries. Et aimer l'autre, c'est l'aimer dans toutes ses dimensions. Et tant que je ne vois que ce positif de l'autre ou que ce négatif de l'autre, eh bien, je lui mets le masque qui finalement va participer à la mise en scène que j'ai envie de fabriquer dans cette relation et qui n'a rien à voir avec la réalité de notre couple. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Oui, absolument. Et du coup, ça veut dire que dans cette histoire de couple, l'autre nous permet de révéler le jeu que l'on se joue soi-même. L'autre, alors au début, c'est merveilleux parce qu'au début, on est dans toujours pareil, hein, c'est la vitrine au début. Hein.
on voit la vitrine. Donc, on est en train de se flatter et l'autre flatte mon image de moi. Ça se passe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, eh bien, il y a la réalité qui émerge. C'est-à-dire que, justement, plus il va être dans une relation d'amour vrai avec moi, plus vont émerger les choses qui doivent se transformer en moi. C'est-à-dire mes jalousies, c'est-à-dire mes peurs, c'est-à-dire mes fuites, c'est-à-dire mes rages, mon impatience. Et c'est lui qui va le faire émerger, justement parce qu'on est dans l'amour. Vous savez, c'est toujours à ceux qu'on aime le plus que l'on réserve le pire de ce que l'on est. Hein. Donc, le sens du couple, un des sens essentiels, c'est ça. Il n'y a pas d'école initiatique plus grande que le couple. Le couple va initier en nous la possibilité de faire émerger le plus haut de nous-mêmes, mais à condition de le vouloir. C'est-à-dire que si je suis dans la résistance et dans la lutte, au lieu de penser mes blessures, je vais les intensifier et nous allons les intensifier ensemble. Si je suis en conscience que, ben oui, ben là, dans ce moment-là, je me suis quand même comportée de façon un petit peu violente, mesquine, hypocrite, tous les adjectifs qu'on peut mettre. Si je peux le regarder, parce qu'on est tout ça, de toute façon, nous comportons à l'intérieur de nous tout le kaléidoscope humain du pire au meilleur. Donc, je contiens tout en moi. Mais si je le regarde avec compassion, alors là, j'ai une chance de le transformer. Parce que peut-être que je suis quelqu'un de colérique, mais peut-être aussi, si je regarde ça avec compassion, c'est grâce à ça que je me suis épargnée des situations et des épreuves que je n'aurais pas supportées. Peut-être que si je suis économe, c'est peut-être grâce à ça que j'ai pu construire, mettre l'argent de côté pour faire, vivre, acheter la maison de mes rêves. Peut-être que si je suis dans des rigidités, je me suis protégée de quelque chose qui pouvait me mettre en danger. Et c'est grâce à ça, parce que je le regarde, que je vais trouver ma véritable souplesse. Donc, tout est une question d'oser regarder la vérité du cœur et avec l'innocence de l'enfant. Nous contenons tout, je le répète, et il n'y a rien à jeter de qui nous sommes. Tout est à transformer, rien n'est à jeter. Essentiel, ce que vous venez de dire est très riche et puissant. Merci, Sarah. J'ai envie de vous poser cette question. On constate aujourd'hui qu'il y a quand même une vraie quête, une vraie recherche personnelle chez nombre d'entre nous, un vrai cheminement vers soi qui existe, qui est présent, que l'on voit. Est-ce que, à votre avis, cette démarche-là première permet d'accéder plus vite à la vérité dans les couples d'aujourd'hui? Est-ce que on peut s'épargner quelques frottements, quelques situations inconfortables, ou est-ce que ce sont des étapes obligatoires presque? Vous savez, on n'est pas venu pour dormir hein, sur cette terre. Et alors, encore moins. Un couple vivant, ce n'est pas un couple qui est fait pour dormir. C'est justement là pour nous réveiller. Donc, ça va nous réveiller là où on dort. Donc, c'est incontournable. C'est incontournable. On est venu sur cette terre pour apprendre à aimer. C'est le seul sens de notre vie. Et apprendre à aimer, c'est un chemin qui n'est jamais terminé et qui passe
par des étapes douloureuses. Ce sont des étapes, pas des destinations. Ne pas confondre l'un et l'autre. Ne pas confondre la douleur de la victime qui se plaint en permanence et qui est tout le temps piégée dans son mal-être, et la douleur de l'accouchement qui vous libère et qui délivre le vivant de la vie. Donc, nous avons à en passer par là. Et plus on va être dans la lutte, dans la résistance, plus on va intensifier nos problématiques. Et c'est ça qui est riche, et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui fait que la vie, si je peux le regarder avec compassion, je vais vivre du défi. Au lieu d'être plongé dans mon amertume, dans ma rancune, dans ma rancœur, je vais être devant un défi. Ah, j'y suis encore. Tiens, ben, il faut que je trouve un autre moyen maintenant pour le dépasser. Et comment je vais faire? Je vais faire de ma vie un jeu et non plus un enjeu. Et ça devient... alors, ça ne va pas nous épargner les moments de crise, les moments de chagrin. Mais quand on est en contact avec ça, on est porté par quelque chose de plus grand qui nous anime, qui nous délivre et qui nous sculpte dans notre forme la plus subtile, la plus belle, la plus noble, la plus vraie. Alors, ça, c'est de notre point de vue, de notre ressenti. Est-ce que dans le couple, lorsque je pense que c'est possible de voir que l'autre porte certains masques, Bien sûr. est-ce que il est de notre rôle de le témoigner, ou est-ce que simplement tout part de soi? On n'est pas là pour faire la thérapie de l'autre, hein. Mais par contre, pour parler de soi. Ça veut dire que si je suis mariée avec un homme qui passe son temps à être le clown de service, moi, je vois bien son masque. Mais si je commence à lui dire, regarde, tu fais encore ton clown, c'est insupportable, ça va mal se passer. Mais si je lui dis, écoute, là, je vois bien, tu as envie de rire. Mais peut-être que tu as envie de rire parce que derrière, il y a une blessure et j'aimerais vraiment qu'on regarde ça ensemble. Parce que moi, ça me blesse quand tu ris de quelque chose qui, moi, me rend triste. Et je voudrais qu'ensemble, on trouve ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fuis là-dedans, là, dans cet instant. Là, je ne l'ai pas remis en cause, je ne vais pas raconter qu'il aurait intérêt à se conduire autrement. Je vais simplement dire ce que ça me fait et je vais peut-être lui dire aussi les conséquences sur notre relation. Parce que quand tu te comportes comme ça, on n'est pas dans le lien là en ce moment. Et on est en train de se détourner d'un sujet essentiel qui va nous éloigner au lieu de nous rapprocher. J'ai parlé de nous. Ce qui est important, c'est de sortir du je, du tu, pour aller dans l'espace entre nous. L'espace vivant entre nous, c'est justement cet espace qui respire et qui s'appelle nous, notre projet. C'est quoi notre projet là, quand on est en train de s'engueuler comme ça là, en ce moment? C'est quoi notre projet? C'est de nous faire du mal? C'est de nous détruire? Ou est-ce que notre projet, c'est justement de se dire en vérité pourquoi on a été blessé? Et moi, j'opte pour cette partie-là, d'aller regarder ce qui a été blessé chez toi, comme chez moi. Parce qu'on mérite mieux que ça. Et on peut grandir ensemble. Ne passons pas à côté de cet essentiel. Vous voyez, ça change tout. J'ai dit la même chose que ce que j'aurais dit dans l'accusation. Sauf que là, j'ai transformé en opportunité. En parlant de moi.
ce qui est important dans le couple comme dans toute relation, c'est d'aller à l'intérieur de soi, de sortir de cette idée que c'est l'autre qui va me rendre heureux ou malheureuse. C'est pas l'autre. C'est que moi, à partir de l'autre, qu'est-ce qui fait que je cautionne ça depuis si longtemps? Qu'est-ce qui fait que je cautionne depuis si longtemps que c'est toujours lui qui prend les décisions pour la maison, pour la famille, pour les enfants? Alors, je cautionne, mais en maugréant en permanence. Et puis, au bout d'un moment, je dis, j'en ai marre, c'est toujours toi qui décides. Mais oui, et moi, qu'est-ce qui fait que j'ai cautionné? Ça serait bien plus intéressant de dire, mais là, je me rends compte que je n'ai pas la place là pour m'exprimer. Ok, toi, tu as envie de partir à la montagne. Moi, ce n'est pas mon truc. Alors, si vraiment c'est un besoin pour toi, là, je vais être ok, mais je vais te demander l'année prochaine qu'on aille au bord de mer. Voilà. C'est de négocier, de dire, parce que moi aussi, moi, j'en ai envie. Et si, ensemble, on peut s'aider à se donner du bon, alors là, le couple prend tout son sens. Parce que le sens du couple, c'est quand même d'être heureux, non? Alors justement, j'aimerais bien entendre votre définition du sens du couple et aussi quand vous dites, il y a l'expression qui dit l'amour rend aveugle. Ah. Mais voilà, j'aime beaucoup votre manière de transformer cette chose-là. Oui, l'amour, non. L'état amoureux, l'état de palpitation amoureuse rend aveugle. Oui, la vitrine dont j'ai parlé tout à l'heure, ça oui. Mais l'amour, au contraire, l'amour est visionnaire. Il voit chez l'autre le plus beau. Et tout ça se joue dans les inconscients. Hein. Il voit le plus beau et cherche à le faire émerger. Et je répète, de façon inconsciente, ce n'est pas un rapport de force où je t'ai rencontré, j'ai vu que tu fais le clown, mais j'ai vu que derrière ça, tu es un être qui est blessé et qui a envie d'être reconnu dans sa blessure. C'est pas comme ça, parce que ça, c'est un rapport papa-maman. Hein. Non, non. J'ai capté mes antennes, mon instinct, mon organe, de l'organe du cœur, l'organe mystique du cœur, l'a capté. Et a envie de faire émerger ça. Et comme il continue dans son truc et dans son humour à chaque fois, il y a un moment où, bien sûr, de façon inconsciente, je vais aller le toucher là où il a été blessé. Sans le faire exprès, bien sûr. Et c'est là que le moment de la rencontre commence. Quand je crois être victime d'une problématique que j'ai créée pour mon évolution. L'amour ne cherche qu'à nous révéler, à nous délivrer, jamais à nous séquestrer. Donc l'amour ne peut pas être aveugle. L'amour vrai, au contraire, délivre. Délivre et j'ai envie de dire, il permet à chacune des personnes de ce couple de révéler sa partie la plus divine, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on est tous faits de matière et de lumière. Et c'est la lumière qui agit. J'ai parlé d'inconscient tout à l'heure, mais je pourrais dire, c'est la lumière qui agit entre nous et qui va faire éclater les carcans, éclater les masques. Tout va voler en éclats pour se déshabiller, mais pour de vrai, et se rencontrer dans l'étreinte des cœurs. C'est absolument magnifique. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire des schémas répétitifs? Vous savez, la vie est une grande école qui fait que la même équation va vous être
amenée à chaque fois de façon un peu différente, mais c'est toujours à peu près la même, jusqu'au moment où c'est plus supportable. Quand c'est plus supportable, là, on n'a plus d'autre choix que de changer. Mais les répétitions sont des générosités de la vie pour nous obliger à rencontrer la part de soi la plus vraie, la part de soi la plus créative, la part de soi qui a envie de s'exprimer dans sa pureté, dans sa générosité, vous savez, j'ai eu là un stage cet été, c'était extraordinaire. J'avais une personne qui venait, elle venait de divorcer et bien sûr, elle accusait beaucoup son ex-mari. Et elle, c'était la mère parfaite, la femme parfaite. Et puis, elle a été choisie plusieurs fois, puisqu'on choisit quelqu'un dans ce théâtre authentique, on choisit quelqu'un pour jouer les rôles qu'on a envie de projeter sur la personne. Et 3 fois de suite, elle a été choisie pour jouer une mère bien castratrice et voire violente. Et alors, elle qui se présentait à moi dans mon cabinet, parce qu'elle était aussi en thérapie avec moi, j'ai toujours entendu parler d'elle. Elle me parlait toujours d'elle comme la mère qui protégeait ses petits. Et là, vous voyez, la répétition 3 fois. Et la première fois, elle se dit c'est un hasard. La deuxième, tiens. Et la troisième, là, elle se dit quand même. Et elle a réalisé à quel point elle était violente avec ses enfants dans ses exigences, à quel point elle ne les avait pas protégés du père, qui était quand même un père très, très castrateur avec ses enfants. Elle a réalisé à quel point, avec sa manipulation inconsciente de « je suis victime de votre père qui me parle mal », comment elle avait emmené ses enfants dans des lourdeurs et dans des difficultés qu'ils n'arrivaient pas à dépasser. Et tout d'un coup, cette prise de conscience, évidemment, l'a fait pleurer très fort. Et ça a été extraordinaire. C'est une nouvelle bouffée d'oxygène après. Parce qu'elle a pu après parler à ses enfants dans la vérité du cœur, de dire « mais je ne me rendais pas compte à quel point j'étais cette mère-là. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment me donner l'occasion de rattraper tout ça et on va le changer. » Et cette façon d'être violente avec vous n'était que le reflet de ma propre violence avec moi-même, d'avoir supporté pendant des années l'insupportable à côté d'un homme que je ne supportais pas. Vous voyez, comme les répétitions sont des cadeaux de la vie, des générosités divines. Les expériences, justement, au travers le couple, on les transpose également dans les autres relations, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, par exemple. C'est toujours soit que l'on montre à l'autre dans ces masques-là, dans ce rôle de… Alors, c'est pas toujours les mêmes rôles. Quelquefois, vous avez des bons toutous à la maison qui sont des dictateurs dans l'entreprise. Il faut bien que le refoulé s'exprime quelque part. Donc, quelquefois, ça va se traduire exactement en sens inverse. Ça peut être ça. Mais dans les amitiés, on a aussi tendance à répéter les mêmes choses que dans l'amour. Ça veut dire les mêmes attentes. Tout est dû. Parce que je t'aime, tu me dois ça. Et en amitié, on retrouve beaucoup ces choses-là. Mais c'est bien plus facile de se séparer d'une amie que de se séparer de son mari, ou de sa femme, hein, bien sûr, ou de ses parents, parce que ça joue beaucoup aussi avec les parents, avec la famille. Et ce sont les lieux d'initiation de la vie. Parce que justement, on ne peut pas s'en… c'est facile de plus jamais parler à votre collègue de travail, hein.
de raccrocher au téléphone de votre meilleur ami qui vous a emmerdé et dire maintenant que ça suffit. Mais quand vous vivez avec lui ou avec elle en permanence, il ne suffit pas de claquer la porte une fois, et puis pas du tout. Le scénario vient vous stimuler à être profondément qui vous êtes, dans votre authenticité. Et vous savez, moi, je dis toujours, il n'y a pas d'amour malheureux. Ça n'existe pas, même ça paraît cynique, cette phrase, pour celui qui se fait maltraiter. Mais je crois que toute relation vient nous révéler la part de soi qui mérite d'être mise en lumière. Et cette part de soi qui mérite d'être en lumière, c'est rarement la part la plus belle de soi. Et contrairement à ce qu'on croit, ces parts dont nous avons tellement peur, ces parts dont nous avons tellement honte, sont justement les parts les plus belles de nous-mêmes. Je reviens sur la colère. Je ne parle pas de la rage, pas confondre l'un et l'autre, ni de la fureur, ni de tout dévasté. C'est une énergie de vie extraordinaire face à une frustration ou une impuissance. Et si je sais sentir qu'elle est là, elle est dans mon ventre, là, dans cet instant, là, quand il m'a dit « t'arrives toujours en retard », je sens la colère dans mon ventre. Alors que lui, il n'est jamais là, il trouve ça normal, et moi, il me dit « t'arrives en retard ». Ça me rend dingue, et donc je sens la colère. Si je suis en contact avec moi, c'est à l'intérieur de moi, je sens qu'elle est là, et bien je vais pouvoir entrer là, en conscience avec moi, et sentir que là, elle me déborde trop, donc je ne vais surtout pas y aller. Parce que là, elle va se transformer en fureur. Et là, je vais tout casser dans la maison. Si j'ai pris conscience et je dis, oh, il y a un truc là, je ne vais certainement pas parler maintenant, mais on a rendez-vous, ma colère et moi, là, ce soir avant d'aller dormir, je vais aller voir ce que ça me rappelle. Et puis, au moment où je suis dans ce rendez-vous avec moi, oui, ça me rappelle la mauvaise foi de mon père, contre laquelle je ne pouvais rien, puisque c'était mon père, c'était le chef. Et là, je suis renvoyée à ce truc-là. Et cette colère, qui est donc une sainte colère, va justement être l'occasion après de pouvoir parler avec mon compagnon et lui dire, tu vois, quand tu me dis ça, ça me met vraiment en colère parce que ça me rappelle la mauvaise foi de mon père. J'ai l'impression là de quelque chose qui est trop injuste pour moi et je ne peux pas accepter que tu dises ça. Et je voudrais comprendre maintenant pourquoi tu cherches tant à m'accuser de quelque chose qui n'est pas la réalité. Quel est le vrai sujet de discorde entre nous? Vous voyez, j'ai absolument pas gueulé, j'ai pas cassé les assiettes. Et cette colère, ça a été ma force de vie qui m'a permis de me réapproprier mes vrais besoins pour entrer dans une parole authentique avec mon compagnon. Donc, il n'y a rien de moche chez nous. Tout est beau. Nos peurs, nos tristesses, nos jalousies, nos hontes. Tout, il n'y a rien à acheter. Rien. Tout est beau. Mais à condition de savoir l'utiliser comme outil de transformation pour soi et pour l'autre et pour le couple. Sarah, selon vous, alors du coup, dans un couple, jusqu'où ça va cette transformation? Jusqu'où je me demande en fait s'il n'y a pas un seuil où parfois ça s'arrête. Est-ce que le fait de se dire, là, c'est encore un masque que je dois porter, que je dois transformer, est-ce que quand même, à un moment donné, ça s'arrête? Est-ce que la relation s'arrête parce que, à quel moment, selon vous, l'histoire s'arrête quand on a été... Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout d'un couple? Alors,
Déjà, aller jusqu'au bout d'un couple. Pas évident à formuler, hein, cette... Non, mais moi, je vois bien où vous voulez en venir. Oui. Aller jusqu'au bout d'un couple, c'est aller jusqu'à l'élévation et pas jusqu'à la résignation. Et quand vous allez dans la résignation et que c'est trop fréquent, là, il y a un moment où il faut se poser des vraies questions. Et il y a un moment où il faut accepter de partir. Et partir, c'est sauver le couple. Et si vous êtes allé jusqu'au bout de ce qui est possible pour vous, avant la résignation, je répète, et que vous avez su arrêter le système dévastateur avant la destruction du couple, alors c'est un couple réussi parce que vous avez tiré des enseignements. Si dans ce couple, vous avez su tirer des enseignements sur la part de vous qui a collaboré, sur la part de vous qui a aimé ça, justement. Parce qu'on est assez masochiste, hein, quelquefois. Nous avons tendance à aimer être stimulé là où ça fait mal. Donc, il y a un moment où il faut savoir arrêter ce processus dévastateur. Et si on a su l'arrêter et qu'on a compris la leçon, alors c'est un couple réussi. Il a réussi sa fonction de vous révéler à vous-même. Et donc, si je suis dans cette conscience, je ne vais pas partir en victime. Je vais partir, certes, mais dans la gratitude d'avoir connu ça. Alors, ça passe par des moments, hein, c'est pas du jour au lendemain, oh mais c'est merveilleux, oh mais merci, oh mais tu m'as trompé toute ta vie, oh mais c'est merveilleux, évidemment que non. Il y a un moment où la souffrance devient l'occasion d'une ouverture de cœur, d'une gratitude. Voilà la part de moi qui avait besoin d'être vue. Je peux, là je suis encore devant un choix, hein. Je peux continuer de m'enfermer en quittant ce mari ou cette femme et ressasser, hein, et de continuer de ronger l'os. Hein. Et il a été comme ça. Et je peux continuer ça pendant des années. Et de me séquestrer moi-même dans ce truc. Je peux aussi choisir d'ouvrir une nouvelle porte pour rencontrer une nouvelle façon d'être au monde. C'est notre libre arbitre. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, le temps passe très très vite. Sarah, à votre avis, est-ce que l'on choisit d'aimer? Choisir d'aimer, c'est une conscience. Être amoureux, ça ne se fait pas volontairement. Amoureux, il passe là, je suis tombée amoureuse, il est beau, il est intéressant, j'admire. Ça, c'est hors dehors de ma volonté. Choisir d'aimer, ça, c'est une conscience. C'est-à-dire que choisir d'aimer, c'est aimer tout l'autre. Pas les parts positives, c'est aimer tout le paquet, je prends tout le paquet. Et j'aime aussi tout moi à travers l'autre, parce que l'autre vous renvoie souvent, je l'ai dit, des images pas si positives que ça de soi-même. Et ça va m'apprendre moi aussi à m'aimer là-dedans. Je peux aussi m'aimer dans les parts de moi les plus névrosées, les plus obscures, les plus ternes. Apprendre à aimer ça. Alors aimer, ça ne veut pas dire s'y complaire, mais c'est-à-dire aimer cette part qui, toujours, je répète la même chose, hein, qui a pas agi comme ça par hasard.
comment voulez-vous que la petite fille que j'ai été, qui était maltraitée, arrive à être dans une position de battante dès le début de sa vie? Non. Donc, je répète des choses comme ça. Mais heureusement que cette petite fille ne s'est pas défendue. Si elle s'était défendue, elle prenait le risque de mourir. Donc, choisir d'aimer, c'est choisir de vivre la conscience de quelque chose de plus haut qui nous porte, qui nous guide vers notre élévation. Et c'est accepter que l'autre est un autre. Il n'est pas ce que je voudrais qu'il soit. L'autre est un autre, il ne pense pas comme moi. Et ce n'est pas pour ça qu'il est bien ou pas bien. C'est parce qu'il est un autre qu'il va compléter les parts de moi qui sont inachevées. Donc, choisir d'aimer, c'est accepter de regarder les parts de moi qui ont besoin d'être transformées et d'utiliser la relation avec cet autre pour devenir mieux que ce que je suis. C'est une conscience, je le répète. Je vous remercie infiniment, Sarah, pour l'élan de vie que vous nous transmettez, les éclairages pour ce couple, cet amour qui se vit entre les êtres. Ça rend, ça bascule en fait le regard. Donc, ça donne envie d'accueillir en fait simplement l'ensemble de ce qui va se vivre, de ce qui va se proposer, se présenter et s'échanger. Merci infiniment pour votre voix qui porte aussi. Merci Karine. Et donc évidemment, autour de la vidéo, je mettrai les liens vers votre site et là où on peut retrouver les prochaines dates pour vos stages. Absolument. C'est ça, hein, et puis également aussi vos ouvrages, dont le dernier, je le rappelle, Aimer sans masque. Oui, qui a été publié aussi en poche, puisqu'il a très bien marché. Il a été publié en poche sous le titre « L'amour, le rôle de notre vie », parce que Aimer sans masque, figurez-vous, ce livre est sorti 1 mois avant la pandémie. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Je ne suis pas visionnaire à ce point-là, ou alors si, je ne sais pas. Ah ouais. Et donc, le titre a dû être transformé parce que les personnes croyaient que je parlais de la crise sanitaire. Cela dit, on pourrait faire des associations. Complètement. Dans cette crise, là encore, on délègue encore au pouvoir, au gouvernement, tout le pouvoir qu'on ne s'accorde pas à soi-même. Donc, il y a quand même des points communs. Merci de l'avoir glissé subtilement, c'est magnifique. Au plaisir de vous retrouver prochainement, Sarah, et merci encore du temps que vous avez accordé pour Calcédoine et pour nous enrichir. Merci infiniment. Merci Karine, merci de m'avoir invitée, merci de votre beauté qui rayonne à travers vos yeux, mais pas que vos yeux, à travers tout votre être. Merci, c'est vous qui m'avez porté. Vous savez bien que la parole vient d'un côté par celui qui est en train de s'exprimer, mais de l'autre aussi par celui avec qui vous êtes en relation. Donc merci, merci infiniment Karine. Merci Sarah, au revoir. Au revoir.